émission est consacrée à un homme, Matata Ponyo, en illustration de l'actualité brûlante. Il vient de rentrer de la Guinée, où il est consultant dans beaucoup de pays, très respecté au plan international et surtout africain. Mais il y a un débat ici en RDC. Matata Ponyo aurait détourné l'argent de Bukanga Lonzo. Il faut absolument lui faire la peau. Il faut qu'il rende des comptes. Rendre des comptes, c'est une très bonne chose pour la République, mais les rendre dans les conditions critiquables, pour ne pas dire discutables, ça pose problème. Est-ce que tout va bien pour vous? Oui, Monsieur Jean-Marie, comme vous le constatez, nous sommes sereins. Nous avons confiance en nous-mêmes. Nous avons confiance en vous. Vous qui croyez en la République. Parce qu'avec vous, tout le monde sait que nous avons fait le choix, le seul choix qui vaille, c'est celui de rester attaché simplement à la République. Et ça, c'est aussi le choix de Matata Ponyo. Matata, c'est un homme très attaché à la République. Matata, comme vous le savez, les choix de Matata, nous n'y revenons plus parce que tout le monde sait, ça transpire en lui. Alors, maintenant, c'est un homme, comme vous le savez, qui est très exigeant d'abord vis-à-vis de lui-même. Et probablement, il doit être victime des standards, les standards auxquels il croit, les standards auxquels il aspire pour la République. Alors, je vous coupe. J'aimerais d'abord que Matata lui-même parle de lui. Oui. Ensuite, on va aller détail par détail parce que c'est très important. Cette émission est très attendue. Depuis que je l'ai annoncé, beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup, effectivement, de débats autour de Matata Ponyo. Voici d'abord l'homme qui parle de lui-même. Ensuite, nous allons partager ensemble quelques thématiques. Matata Ponyo, qu'on connaît comme un homme très discipliné. À l'époque où vous êtes Premier ministre, vous arriviez assez régulièrement autour de 5h, 6h moins au bureau et portant toujours la cravate rouge. Et une certaine opinion pense que Matata Ponyo est dans un monde mystique. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Face aux jeunes, regardez-le dans les yeux et dites que vous avez réussi votre vie quand c'est basant sur les principes qui sont une conséquence des études menées dans notre pays et qui ont fait de vous Matata que vous êtes aujourd'hui. Bon, écoutez, merci de me poser cette question. Vous savez, l'historique de la cravate rouge d'abord. Parce que j'étais partout à l'étranger, on me pose pourquoi vous portez la cravate rouge. Je vous ai parlé de l'histoire de Guinée, oui. Où un Guinéen était fier de prendre la photo avec moi et d'avoir la cravate rouge de près. Lorsque maintenant ministre des Finances, je me décide de gérer les finances publiques autrement. D'assurer une bonne gouvernance des finances publiques. Pour ne pas être critiqué par les étudiants, comme moi j'ai critiqué les professeurs quand j'étais étudiant. Et je vous remercie beaucoup, parce que quand j'enseigne, les étudiants disent que faut-il faire pour que les finances publiques soient gérées comme quand vous étiez. Et mademoiselle Kabongo l'a dit tout à l'heure. J'ai décidé. 60 ans après. L'objectif d'un bilan, c'est de pouvoir évaluer les forces et les faiblesses d'un parcours, d'un projet, de regarder quels sont les avantages et les inconvénients, afin de pouvoir, disons, corriger les faiblesses et améliorer le point positif. Et ça, c'est très important. Mais l'indépendance, ou les indépendances, c'était en 1960. Mais lorsqu'on regarde au niveau du continent africain, les résultats, on prend par exemple un indicateur clé qui est celui du PIB par habitant. Un Africain moyen avait environ 1066 $ par an. Aujourd'hui, 60 ans après, l'Africain a plus ou moins 1666 $ par an,
PIB per capita. C'est vrai que les taux d'augmentation, d'accroissement des revenus de l'Africain moyen a augmenté, mais pas suffisamment. Quand on regarde la démographie, combien de fois la population africaine s'est multipliée depuis 1960. Tel que vous l'avez décrit, le tableau est sombre, alors que le continent dispose de tout le potentiel nécessaire pour son décollage. Qu'est-ce qui explique ce blocage? J'ai fait une analyse approfondie, une analyse scientifique pour dire, mais au-delà des questions des capitaux qui sont évoquées, au-delà des questions de la technologie qui sont évoquées, au-delà de la qualité des institutions qui sont évoquées, au-delà d'autres questions, vous les savez, liées notamment à la race, liées notamment à la localisation géographique, est-ce qu'il y a un autre aspect important? Et j'ai trouvé qu'il y avait aussi la question du leadership et de la gouvernance. Quelle que soit la race, quelle que soit la localisation géographique, quel que soit le niveau des capitaux ou des technologies, si le leadership n'est pas de qualité et si la gouvernance n'est pas de qualité, il est impossible de joindre le développement, le sentier du développement et le sentier de l'émergence. Quel remède préconisez-vous pour qu'enfin l'Afrique puisse décoller? Bon, écoutez, nous sommes sénateurs aujourd'hui. Nous avons été Premier ministre pendant près de 5 ans. Et nous avons vu que l'élément qui nous a permis de réaliser les meilleures performances économiques et sociales que la RDC n'ait jamais réalisées depuis 1960, interrogez les statistiques, elles vous diront que la période la meilleure possible que la RDC ait connue en termes de gestion macroéconomique, en termes de gestion structurelle, c'est la période qui va de 2012 à 2016. Mais ce sont les statistiques qui parlent. Et quand on interroge les causes profondes de ces succès, c'est justement la qualité de leadership et de la gouvernance. La qualité visionnaire au niveau du président de la République et la qualité exécutive au niveau du chef du gouvernement, ainsi que les qualités opérationnelles d'exécution au niveau inférieur. Et voilà pourquoi, monsieur le journaliste, j'ai voulu partager cette expérience-là. Parce que voulez-vous aujourd'hui? L'Afrique ne produit que presque 2% de la production mondiale, monsieur le journaliste. C'est quand même dramatique. Franklin Tchamala, quand on écoute Matata Mponyo, on est tenté de poser cette question. Vous qui les connaissez, qui est-il en réalité? Matata, c'est tout un mystère. Il renferme un mystère. Et c'est d'autant plus qu'il n'arrête jamais de nous étonner. Je me suis toujours demandé moi-même où est-ce que le président Kabila était allé dénicher Matata. Je n'ai jamais compris. Et comme par coïncidence, vous aurez constaté que Matata et Kabila ont des traits communs, caractériels. C'est des gens trop réservés, très effacés, énigmatiques, pragmatiques également. Et donc, c'est assez bizarre, mais on nous a dit... Comment fonctionne-t-il? Mais c'est un homme très exigeant sur tous les plans. D'abord, exigeant vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de tous ceux qui le côtoient. Il croit aux standards élevés du point de vue strictement professionnel. Lui, il croit aux standards très élevés. Il aspire aux standards très élevés. Il n'aime pas le superficiel. Lui, c'est la profondeur. Vous imaginez un homme qui s'est organisé pour surveiller les inputs à la primature en courrier. Il est loin, très loin à son bâtiment, mais lorsqu'on dépose le courrier à la réception, le courrier est scanné et très vite, il a ce courrier sur son écran de laptop qui était toujours allumé devant lui. Il sait que Télé 50 a envoyé telle lettre à telle heure. Avant même que ce courrier ne rentre chez lui en dur, en passant par les cabinets d'IRCAB, lui, il a déjà le courrier sur son laptop.
il peut les lire et l'exploiter et déjà commencer à y répondre avant les traitements par ses conseillers. Vous voyez, mais pourtant, c'est une formation locale. Matata est formé ici au Congo. Oui, justement, mais c'est un homme qui a pu, au-delà de la formation au Congo, localement, qui s'est auto-formé lui-même dans d'autres sphères. Dans d'autres sphères, il est ce qu'il est. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, quand il parlait, un souvenir m'a traversé l'esprit. Vous savez, nous demeurons en transition démocratique. Il faut en sortir. Nous sommes même en transition sur le plan social, sur le plan sécuritaire. En transition, même sur le plan économique. Nous sommes donc un pays de toutes les transitions. Parce que lorsqu'il parle notamment de la faiblesse de notre PIB per capita, en moyenne au niveau africain, il faut aller chercher maintenant les réalités dans beaucoup de pays. Nous, la RDC, nous sommes à moins de $500 par habitant par an. Vous imaginez. Et donc, ceci démontre bien que nous n'avons pas pris à bras le corps les problèmes existentiels de notre peuple. D'une manière synthétique, oui. Matata Matata ministre des Finances, oui. Puis Premier ministre. Oui. Qu'a-t-il fait? Mais son chemin est resté le même. Il était sensibilisé sur les attentes nombreuses de notre peuple, alors que les politiques disaient que les réponses aux attentes de notre peuple se trouvent au bout des urnes. Lui, il a dit si au bout des urnes, mais ces réponses se trouvent également et surtout au bout du pacte qu'il faut souscrire pour les leaderships et la gouvernance de qualité. Parce que si les urnes ne nous donnent pas un leadership de qualité, ça ne vaut pas la peine. C'est ça sa réflexion. Donc les élections ne donnent pas forcément un bon dirigeant. Mais les élections, jusqu'ici, nous ont déçus. Parce que jusqu'ici, les élections nous ont donné des résultats trop mitigés, pour ne pas dire trop décevants. La preuve, c'est que nous n'arrêtons pas de patauger dans les transitions de toutes sortes. Et lui, il nous dit il faut souscrire au pacte pour le leadership de qualité et la gouvernance de qualité pour commencer à faire notre marche vers le progrès. C'est ça son discours et c'est ça le discours qui lui attire malheur. Parce que pendant tout le temps, il est resté... Ce discours-là n'est pas dans les us et coutumes de ce peuple congolais. Non, mais vous avez des ministres et des responsables au plus haut niveau de notre pays qui n'arrivent même pas à leur bureau ou qui arrivent tardivement. Des gens qui vont au lit tardivement et qui sont payés tardivement aussi. Tardivement et qui sont payés presque pour rien, par le peuple, par les trésors publics. Et donc lui, il a voulu inverser cette échelle-là et ça lui a créé beaucoup de problèmes. Je me rappelle, lorsqu'il convoque un conseil de ministres à 7h ou à 8h, si vous arrivez 1 minute après, vous n'entrez pas. Et beaucoup de ministres, de quelque niveau que ce soit, de quelque envergure que ce soit, qui ont tenté un peu de traverser ça. Oui, mais de ne pas respecter ça. Ils se sont heurtés au mur. Et le mur, c'était le respect de l'heure. Parce que le temps, c'est une ressource importante en matière de gouvernance. Lorsqu'on l'a perdu, on ne le récupère pas. Ces réunions matinalement, le troïka stratégique, des séances de travail à 6h du matin, 5h du matin même, parce qu'il était chez lui à la maison. Oui, parce qu'il considère que c'est à ces heures-là où les responsables sont supposés être frais. Et puis, il avait cessé de nous les rappeler. Il dit, mais comment moi, Premier ministre, commis à ces postes par celui qui est élu par le peuple, le chef de l'État, je peux rester au lit, en sachant que nos mamans qui vendent le pain sont déjà debout à 4h du matin pour aller nourrir les familles. Comment puis-je me permettre, moi, le risque de rester au lit? Il a interrogé tout le monde et nous n'avions pas toutes de réponses à lui donner parce qu'il fallait faire un effort de sortir dans notre nature habituelle et de rentrer dans les standards qu'il a mis sur notre table. Et donc c'est un homme très exigeant et il est possible que ce soit ces grandes exigences-là qui lui créent beaucoup de problèmes. Parce que j'ai entendu les gens dire, mais est-ce qu'il y a un Bongo la Congo? Oui. Est-ce qu'il va changer le Congo? Oui. Lorsque, à l'approche du sommet de la francophonie, par exemple, le chef de l'État, José Kabila Kabange, lui a donné la mission de travailler avec son exécutif pour redonner à Kinshasa une autre image. Mais j'ai entendu des responsables
au niveau de la ville de Kinshasa, décrier la discipline qu'il a imprimée, disant mais il pense qu'il va changer quoi à Kinshasa? Kinshasa a toujours été ainsi. Mais on a vu que grâce à la discipline, Kinshasa avait commencé à changer de visage. Comment était cette complicité avec Joseph Kabila, qui l'a quasiment protégé de toutes les attaques, de cette hostilité dans sa propre famille politique? Tout à fait. Durant toutes ces années. Je pense que Joseph Kabila, dans son silence habituel et dans son caractère réservé, comme il le disait, il était en quête des hommes qui partagent sa vision, des hommes qui partagent sa passion pour la République. Et quand il a commencé à repérer ces oiseaux rares, il s'y est accroché sans faire beaucoup de bruit. Voilà ce qui explique probablement le fait que Joseph Kabila se soit érigé en barrière infranchissable. En rempart. Oui, oui, chaque fois que les enfants de sa propre maison voulaient manger Matata. Vous voyez, il s'est érigé, lui, en protecteur, parce qu'il avait besoin de cet homme-là. Gloire à Dieu. Et pourquoi ces enfants de la même maison combattaient Matata? On les appelait à un moment donné des caïmans. Oui, oui. Dans ce marigot de la RDC. Tout à fait, mais Matata nageait à contre-courant. À contre-courant parce que, bon, il vous dit, bon, nous sommes assez amusés, maintenant c'est le temps de travail. Nous devons affecter l'essentiel des ressources publiques aux besoins de notre peuple, au bonheur commun, à la destinée commune. Beaucoup de gens, j'ai entendu les gens dire, mais qu'est-ce qu'il croit lui? Est-ce que ce pays lui appartient? Et donc c'est la tendance à vouloir naviguer à contre-courant dans un milieu où les gens avaient simplement la propension à se servir, a fait qu'à un moment donné, c'était un homme seul, isolé, et qui n'avait en ce moment-là pour rempart que Joseph Kabila Kabange. Et probablement que ça doit encore les poursuivre jusqu'aujourd'hui, parce que jusqu'aujourd'hui, alors que nous attendions un changement fort, mais hélas, on va y arriver. Oui. Je pose ces questions parce que oui. Peut-être pour ceux qui n'étaient pas là lorsque Matata était Premier ministre, oui. Cela pose cette question, mais il a fait quoi Matata Ponyo? Qu'est-ce qu'on peut garder de lui? Qu'est-ce que le Congo a à son actif de Matata Ponyo? Me citez quelques exemples. Mais on a assez parlé... voilà la complicité avec Joseph Kabila. Ben voilà, on a assez parlé des Congo Airways, d'Esprit de vie, on a assez parlé des écoles qu'il a réhabilitées, qu'il a construites sur l'étendue du pays. On a assez parlé des projets importants comme les parcs agro-industriels de Boukangalonzo, oui. Qui est transvesti aujourd'hui. On a assez parlé... des grandes réalisations, comme quand vous allez à l'université de Kinshasa, trop peu de gens savent que c'est sous Joseph Kabila Kabange que la faculté polytechnique a repris son fonctionnement, parce que cette faculté avait fermé. Déjà sous Mobutu, elle avait fermé. La faculté polytechnique du campus de Kinshasa. Oui, ici. Elle a repris son fonctionnement sous les présidents Kabila et particulièrement sous le mandat de Matata Ponyo, parce que le Premier ministre Matata avait réussi à convaincre ses partenaires de la BAD, la Banque africaine de développement, à pouvoir l'appuyer dans les processus de la réhabilitation et de la réouverture de cette faculté importante qui avait fermé par manque du personnel enseignant. Et les financements ont été trouvés pour recycler les personnels enseignants, les former, réhabiliter les auditoires. Quand vous y allez, cette faculté-là ne fonctionne pas dans les mêmes conditions que les autres. Polytechnique. Polytechnique, il faut y aller. C'est sous Kabila et particulièrement pendant les mandats de Matata Ponyo où cette faculté s'est vue revêtir sa plus belle robe. Est-ce que vous savez qu'à cette faculté, par exemple, les filles qui sont inscrites en classe de recrutement recevaient des bourses pour encourager les femmes à pouvoir faire les études polytechniques. Et donc, c'est une faculté où les standards des gouvernances ont été placés très très haut pour permettre au pays de former des cadres de qualité. Quand vous y allez, c'est une faculté qui ne ressemble pas du tout à l'ensemble des universités qui fonctionnent là-bas. Pourquoi Matata accorde autant de temps et de passion à la science? Lui-même, il est allé jusqu'à son doctorat. Oui. Aujourd'hui, il enseigne. Oui. Il tient beaucoup de conférences dans des universités. Oui.
Pourquoi l'apport scientifique occupe autant de place dans sa vie? Mais comme il l'a dit, mais le leadership des qualités est aiguisé. Il est aiguisé et raffiné en passant par l'industrie de la formation, l'éducation, comme il est dit. Et donc il dit que l'éducation, c'est en fait cette potion magique qui peut transformer la vie d'un homme et par-delà tout transformer la vie d'un pays. Uniquement l'éducation. Et donc lorsque on sait aiguiser et raffiner un leadership de qualité par les biais de l'éducation, et au bout des comptes, et le pays est bien tenu et tout le monde trouve son compte. Et donc lui, il croit en la magie de l'éducation. Il y croit et il exhorte tout le monde à pouvoir investir davantage dans l'éducation parce que c'est l'éducation qui produit le capital humain. Le capital humain, c'est ce qui nous manque le plus, le capital humain. Et par-delà tout, il est resté un homme très attaché à sa logique. Il vous dit, oui, l'éducation, mais un homme bien éduqué qui ne peut pas bien se restaurer. Donc, l'alimentation de qualité, qui ne peut pas être bien soigné. C'est un homme incomplet. Et il a fait tout ça chez lui, hein, à Kindu. Mais dans le pays, la réhabilitation des hôpitaux et des centres médicaux, lorsque vous parcourez la réplique, nous sommes allés avec lui en Bankana. Il faut aller en Bankana pour voir les hôpitaux qui ont été réhabilités et équipés avec le concours de l'UNICEF. Il y a tout un programme qui a été mis en place pour équiper les hôpitaux du pays et qui a commencé petit à petit à équiper les hôpitaux du pays grâce au concours de l'UNICEF qui était impliqué dans l'approvisionnement du pays en équipement destiné aux formations médicales. Et donc, Matata, c'est un homme comme ça, il vous dit, nous devons y travailler. Et lorsqu'il quittait, dans ses mémoires, il dit, et il n'arrête pas de le dire, il dit, il y a beaucoup de choses que nous avons faites en bien sous le président Kabila. Mais comme tout homme, il y a des choses qui n'ont pas été achevées. Nous convions ceux qui nous succèdent à pouvoir les achever. Alors justement, parlons-en. Oui. Et à pouvoir préserver les acquis. Vous êtes proche de Matata Ponyo. Oui. Pourquoi les gens qui étaient avec Matata Ponyo autour de Joseph Kabila l'ont combattu et continuent à les combattre? Mais lorsqu'il amorce, par exemple, avec les concours des partenaires, les programmes, lui et son gouvernement, bien sûr, les programmes d'implémentation dans le pays, des parcs agro-industriels. Oui. Mais il le fait en vue de pouvoir soustraire le pays de sa dépendance à l'extérieur par rapport aux importations des... Là, vous parlez de Bukangalonzo. Oui, notamment. Bukangalonzo, c'était en fait les projets pilotes. Le projet pilote, on a commencé par là, mais on devait implémenter le modèle Bukangalonzo dans toutes les provinces de notre pays. C'était tout un programme. Mais lorsqu'il amorce ces processus, il vous dit, nous devons soustraire le pays de sa dépendance à l'extérieur. Ces pays-là, ils importent tout. Et les importations de tout ce qui est alimentaire dans ces pays nous coûtent près de 2 milliards l'an. Il y a 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars l'an. Il y a ici des gens, principalement des opérateurs économiques étrangers, qui ne vivent que de ça. Importer les chinchards, importer tout ce que l'on consomme, les poulets, et, du riz, tout ça, pour nourrir le peuple, alors que à l'intérieur, nous avons la capacité de les produire nous-mêmes. Et donc, il a voulu inverser la tendance avec son gouvernement, en faisant la promotion notamment de l'agriculture, une agriculture doublée de la dimension industrielle. Des transformations. Donc, des transformations, et pour davantage accélérer les processus de transformation de notre économie. Ça lui a valu toutes les attaques. Vous voyez les gens qui vivaient des importations, des opérateurs économiques étrangers et nationaux d'ailleurs, des connivences avec les politiques, et qui voyaient déjà les beefsteaks sortir de la bouche. C'est par eux que le combat a commencé par rapport au parc agro-industriel de Bukangalonzo. C'est par eux que nous avons appris que les sols là n'étaient pas appropriés, alors qu'à côté, il y a un opérateur privé bien connu qui est sur la route d'ailleurs, et qui produit, qui fait presque la même chose que Bukangalonzo. Mais pour les Congolais, c'est l'initiative de l'État, l'initiative gouvernementale n'était pas la bienvenue, là, dans ces coins-là. Le combat a commencé déjà à l'époque, alors que c'est-à-dire que l'initiative de Bukangalonzo était combattue à son origine. Mais à son origine, déjà à son origine, malgré tous les efforts qui ont été faits, pour faire comprendre aux uns et aux autres que
le bonheur, il est bonheur quand il est partagé. On ne peut pas vivre heureux seul, entouré des pauvres. D'autres ont continué à croire vraiment que, bon, et on pouvait être heureux comme ça, un petit îlot éclairé au milieu de beaucoup de cabanes obscures. Et donc, Matata est combattu déjà, les programmes, les projets, les PAI de Boukangalonzo est combattu déjà lorsqu'il est annoncé là. Lorsque vous voyez tout le monde à courir vers Boukangalonzo, Oui. accompagnant le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Pour les cérémonies. Pour les Donc cérémonies. les cœurs n'y étaient pas. Non, les cœurs n'y étaient pas. Les cœurs n'y étaient pas du tout parce que 1 mois après ou 6 mois après, et on a vu les gens sortir l'artillerie lourde contre le projet. Il y en a qui disaient, qui ont payé les gens pour faire la campagne dans la presse, afin de démontrer que ces sols-là n'étaient pas appropriés. À un moment donné, Oui. on a même dit que Oui. le maïs de Boukangalonzo était empoisonné. Oui, on l'a dit. On l'a dit. On l'a dit. Et donc, mais au-delà de tout ça, mais Jean-Marie, vous avez vu que chaque fois qu'il y avait pillage dans cette ville, Oui. ce sont les installations commerciales du parc agro-industriel de Boukangalonzo qui étaient aussi visées. On les pillait. On les pillait alors que le peuple y allait le matin pour s'approvisionner en maïs. Mais chaque fois que l'après-midi, les gens avaient appelé à la ville morte ou à la destruction des biens publics, on pillait aussi ce qui nourrissait le peuple congolais. Question directe. Oui. Est-ce que Matata Ponyo s'est enrichi avec Boukangalonzo? Mais on peut auditer. On a audité plusieurs fois les projets qui étaient initiés par Matata Ponyo, depuis Beseko jusqu'à la primature en passant par le gouvernement. Nulle part, et c'est des cabinets d'audit internationaux, KPMG, Coopers & Price, des cabinets de renom qui ont fait ces audits et qui partout lui donnaient la note la meilleure du point de vue de la gouvernance. Et donc maintenant, bon, mais un premier ministre qui a été ministre des Finances, qui a été DG de Beseko pendant une décennie, il ne peut pas quand même vivre... Beseko, c'est quand même des projets Oui. sous gouvernance de la Banque mondiale. Tout à fait, mais... Et ils sont très, très vigilants quant à la gestion Oui. des fonds. Mais un ancien cadre de la Banque centrale, un homme qui a fait beaucoup de cabinets ministériels comme conseiller, il ne mendie pas son pain quand même. On ne peut pas lui dire de mendier son pain. Il a eu le temps de travailler et de faire des petites réserves grâce auxquelles il peut manger son pain. Bien sûr. Mais maintenant, là, lorsqu'on dit Boukangalonzo, par exemple, on dit Boukangalonzo, non, le Premier ministre Matata est allé piller les tracteurs. Vous voyez à quel niveau on réduit un Premier ministre? Un Premier Mais ministre. il a pillé ses tracteurs pour en faire quoi? Oui, mais justement, on vous dit, il est venu, il a dit aux gens, donnez les tracteurs. Oui, il a envoyé les gens pour les chercher. Il n'était plus en fonction. Ah. J'ai dit, il n'était plus en fonction. Mais de quel droit il peut aller là-bas? Avec quelle autorité il serait allé? Donc, vous voyez que les Congolais, lui, même quand il manque à dire, il trouve quand même des incohérences à développer. On vous dit, non, ce n'est pas lui, ce sont ses collaborateurs qui étaient aussi venus, qui ont pris. Et tout. Oh non, ils sont même venus pour piquer les moteurs des tracteurs, pour aller les poser sur des bateaux. Matata n'a même pas une baleinière. Vous voyez? Et donc les gens, finalement, ont monté leurs fantasmes et vendent leurs fantasmes. Alors, il y a un détail, Oui. Franklin Chamala. Je me suis un peu intéressé à cette question. Oui. Il semble qu'il y a une importation d'un engin. Oui. Dans le rapport, notamment de l'IGF, il est présenté que cet engin n'existe pas et que finalement, lorsqu'on va sur place, on trouve cet engin. C'est ça qui est honteux. Info ou intox? Non, mais je vous dis, mon frère Jean-Marie, c'est ça qui est honteux. Mais comment on peut torpiller son propre rapport? Mais non, j'aurais pu comprendre qu'un rapport comme ça vienne d'un autre service que de l'IGF. Parce que l'IGF, c'est quand même le top. Moi, j'ai eu l'occasion d'être audité par les amis de l'IGF quand j'étais en commandateur de l'État. Ces auditeurs-là, quand ils viennent chez vous, ce ne sont pas des policiers. C'est des gens, des contrôleurs qui viennent de vous avec une pédagogie qu'ils ont apprise à l'école. Et une méthodologie. Oui, ils viennent, ils contrôlent les comptes. Et lorsqu'ils trouvent des dérapages quelque part, ils vous font les observations et vous conseillent même. Ils vous conseillent. Ce ne sont pas des gens toujours qui ont une machette pour... Le père Fouettard. Non, non, non. Moi, c'est ce que je connais des contrôleurs de gestion. Ces hommes-là, et c'est des gens pétris des diplômes dans les sciences de gestion et qui nous ont toujours contrôlés tout le temps. Je suis étonné de voir l'IGF verser
dans les travers où on les retrouve aujourd'hui. C'est bien dommage. Qu'est-ce qui se cache derrière cet Par acharnement sur... non, par rapport à cet engin-là, Oui. vous lisez que l'engin a été commandé par le Premier ministre. On dit qu'il a commandé, il a payé pour le compte de Boukanga Alonso et il a livré cet engin à une de ses entreprises qui se trouverait à Kuala Lumpur, quelque chose comme ça. Kuala Lumpur? Oui, Matata ne connaît pas, il ne connaît même pas. Vous voyez? Mais lorsque vous suivez de plus près, en fait, c'était un montage. Un montage. Les inspecteurs qui sont allés là-bas en mission ont contrôlé, ils n'ont rien trouvé. Ils sont rentrés pour dire à leur chef, nous n'avons rien trouvé. Celui-ci leur dira, non, vous devez vous battre pour trouver quelque chose à lui imputer parce que nous avons vraiment besoin de sa tête. 9 millions de dollars. Oui, nous avons besoin vraiment de sa tête. Il faut même déplacer un engin comme celui-là. Vous le déplacez, nous allons lui imputer ça. Mais l'engin à déplacer, ça faisait 7 conteneurs. 7 conteneurs à déplacer. Mais c'est méchant. Impossible à déplacer. Et donc, ils se sont retrouvés eux-mêmes enfermés dans leur piège. Ils ont mis dans les rapports que la machine avait été emportée par Matata. Mais lorsque d'autres missions de contrôle, notamment les journalistes, les députés nationaux envoyés par mon grand frère Mbosso Kodia, De l'Assemblée nationale. lorsqu'ils sont allés, ils ont trouvé que tu étais en place, que rien n'a jamais été déplacé. Y compris les maïs. Mais les maïs abandonnés d'ailleurs. Et ils se sont exclamés, disant, mais c'est quoi ça? C'est lorsqu'ils sont allés d'investigation en investigation qu'ils ont découvert effectivement qu'il y avait un projet de vente de Boukanga Alonso. Ah bon? Et comme toujours, pour vendre les investissements étatiques ou les biens publics, les gens procèdent par leur dévaluation. Ça ne vaut plus rien. Oui, on dit ça ne vaut rien, on a tout pillé et tout et tout. Ben, c'est pour les dévaluer, les vendre au prix les plus bas pour les comptes de l'État et encaisser, n'est-ce pas, des pots de vin en sous-main. En sous-main. Et donc, vous voyez ce parc-là? Est-ce vrai qu'il y a un projet de mettre à la place d'un parc de production agricole, on veut y produire du chanvre? Mais il y a déjà un preneur. Pour faire ça? Mais pour faire ça, avec 110 millions de dollars, sur la table. Et en dessous de la table, on ne sait pas ce qu'ils proposent aux gens. Et pour y arriver, les gens vous disent, non, nous devons absolument démontrer que ce parc-là ne vaut rien du tout. Le sol lui-même ne produit pas. Il faut vraiment vendre parce que même les machines ont été emportées. Et le bouc émissaire, c'est Matata. Un homme condamné déjà avant d'avoir été jugé. Ce n'est pas sérieux. Nous sommes donc levés pour dire que ce projet-là funeste, il ne passera pas. Il ne passera pas. La République nous appartient à nous tous. Alors expliquez-moi comment on peut lever les humilités d'un sénateur par une procédure aussi expéditive comme ce qui s'est passé. Mais justement, c'est tout ça qui montre tout le flou qu'on entretient autour de ça. Mais en fait, autour de ça, lorsque vous suivez de plus près, c'est la perspective 2023, les échéances électorales. Oh, tout doit aboutir à ça maintenant. Mais non, mais maintenant, on réfléchit en fonction de ça. On vous dit, il risque d'être un candidat qui va nous gêner. Maintenant, là, il faut nous en débarrasser. Quel que soit les moyens, il faut nous en débarrasser. Donc, un peu comme Caméré. Mais exactement, c'est ça le scénario. C'est ça le scénario. Et alors, en ce moment-là, bon, on vous dit, bon, c'est un sénateur, c'est vrai, mais si nous soumettons au Sénat la levée de ses immunités, ça va être long. Parce que c'est une procédure réglementée. La Constitution définit comment cela doit se faire et le règlement intérieur a même ajouté beaucoup de détails. Ils disent, si nous passons par le Sénat, ça va être très long. Il vaut mieux, de manière expéditive, faire passer le dossier au Congrès qui est projeté le 17. Et donc, nous arrivons au Congrès, nous disons, on doit lever les immunités du Premier ministre Matata. Et ils disent d'ailleurs, le procureur général qui m'entend, Jean-Paul Moukoko, dit que tant donné que les faits qui sont reprochés à Matata ont été commis pendant qu'il était Premier ministre, même s'il ne l'est plus, conformément à la Constitution, elle établit la Cour constitutionnelle comme étant les juges du président et du Premier ministre en fonction. Et leurs immunités ne sont pas levées par les chambres séparées. Leurs immunités, pour être poursuivies, doivent être levées en Congrès. Les présidents et les premiers ministres en fonction. C'est la Constitution qui le dit. Le Premier ministre Matata est sénateur, c'est un Premier ministre honoraire. Il n'a plus les immunités du Premier ministre. Il jouit des immunités des sénateurs. Mais là, on concocte un plan qui leur permet d'y aller rapidement, sans beaucoup de formalités. On dit, on amène ça au Congrès et là, et le bureau siégeant va tout simplement demander qui sont pour, qui sont contre. Dans ces cafouillages, ça passe. Est-ce qu'on a déjà fait ça? Mais ça va être une invention du Congo. Et c'est contre ça que nous nous sommes levés pour dire
le monde entier qui nous observe, les partenaires qui nous accompagnent, doivent comprendre qu'il y a péril en la demeure. En réalité, les gens voudraient même décapiter Matata. Mais comment on peut concocter Oui. de plans comme ça contre quelqu'un qui a fait tant de choses? Parce que à son actif, quand même, les Francfort, Congo Airways, Ça les intéresse pas, Jean-Marie. bâtiment intelligent, Ça l'aéroport modulaire. Ça n'intéresse personne, ça. Pourquoi? Ce qui intéresse les uns les autres, comme tous les politiques congolais, c'est 2023. Tout ce qui peut Mais en gêner. 2023, on va proposer quoi à la population? Mais justement. Mais c'est pourtant un rendez-vous historique. C'est vrai, la réponse à nos problèmes se trouve au bout des urnes. Au Il bout faut un donc. leadership aussi des qualités. Mais justement. Et là, on vous dit, j'ai lu un journal, ça m'a fait rire, qui propose, ou on propose même, de pouvoir, comment on dit là, pendre Matata Pogno. Comment ça pendre? Mais j'ai dit, mais c'est dans les softs, qui est paru la semaine, on dit qu'il faut le pendre. Oui. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Finalement, et nous sommes même inquiets par rapport à la sécurité de l'homme. Il est revenu en disant, moi je reviens pour rencontrer la Alors justice de mon pourquoi pays. il est revenu? Pourquoi il n'a pas eu peur et parfois peut-être demander l'asile? Non, mais il aurait eu peur. Pourquoi, lui qui est attaché à sa République? Il aurait eu peur. Pourquoi, lui qui ne se reproche de rien? Il a dit, je ne me reproche de rien. Je viens pour répondre à l'invitation de la justice de mon pays. J'y répondrai et j'apporterai ma part de vérité dans cette affaire où il y a beaucoup de contre-vérités. Il est venu dans cet état d'esprit, c'est un homme qui est très serein. Maintenant, pour éviter que, comme toujours, la justice ne subisse beaucoup d'influence. Nous sommes demandeurs aux Nations Unies de mettre un dispositif sécuritaire aussi bien pour lui, Matata Pogno, Dès maintenant. que pour les juges. C'est pour éviter qu'il y ait d'autres juges Yanni Oui, qui décèdent Oui. en plein déroulement du procès. Pour perturber l'ordre normal. Nous disons, nous avons besoin de cette sécurité pour une fois, voir la République nous offrir un procès équitable. Un procès Et vous pensez qu'il y a des gens qui auront peur de ce procès? Mais il y en a qui ont... Parce que les gens qui veulent court-circuiter le processus d'élever de l'immunité de Matata, ils ont peur de quoi? Parce que Matata n'a même pas une armée. Qu'on découvre les côtés incongrus de... Non, mais Matata n'a même pas un groupe armé. Même pas une petite milice. Non, mais Matata, c'est un homme dur de caractère. Un homme très exigeant, mais il n'a même pas un groupe armé. Matata, c'est un homme qui promeut le leadership de qualité, la gouvernance de qualité pour le progrès de ce pays. Il dit que c'est un effort que nous devons faire tous. Il invite les jeunes, parce que la jeunesse est l'avenir de ce pays, à pouvoir souscrire à cet acte-là. Écoutez, laissez-moi vous poser cette question, parce Oui. que je sais que ceux qui nous suivent se la posent aussi. Oui. Matata a quand même beaucoup d'expérience, il connaît les réalités de ce pays. Avec Joseph Kabila, ils vont faire un certain nombre de choses. Pourquoi il n'adhère pas à l'Union sacrée? Bon, je ne sais pas, mon frère Jean-Marie. Moi-même, je n'ai pas adhéré à l'Union sacrée. Matata et moi, nous avons fait le seul choix qui vaille. C'est la République. Parce que la République est au-dessus des FCC, de PPRD, de mon propre parti ANC. La République, c'est en fait notre intérêt commun, nous qui sommes du Est-ce que FCC. c'est pas ça qui lui attire autant d'animosité, autant de cabale? Mais il reste légal. La Constitution n'oblige personne à adhérer à un parti politique. Vous avez la latitude d'adhérer ou de ne pas adhérer. Et lui, qui était membre du PPRD, des FCC, vous avez vu la dernière fois, clairement, dans la transparence la plus totale, il a écrit... Mais les gens pensaient qu'en quittant le FCC et le PPRD, il allait automatiquement adhérer à l'Union sacrée. Non, il est resté, lui, proche de Kabila. Comme il l'a dit, lui, il est resté proche de Kabila. Lui, il n'a adhéré à aucun parti, ici dans ce pays. Moi, j'avais pensé qu'il adhérerait même à mon parti, compte tenu de la proximité avec lui. Mais il m'a dit, en tout cas, monsieur le ministre, excusez-moi, je vais faire un autre chemin moi-même. Vous avez quoi comme message pour les Congolais qui vous suivent en ce moment? Mais pour les Congolais qui nous suivent en ce moment, nous ne cesserons jamais de les dire. Ces pays-là nous appartiennent à nous tous. C'est vrai, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup d'attentes. Beaucoup nous disent que les attentes que nous avons trouveront leur réponse lorsque Jésus reviendra. Beaucoup même nous disent les attentes de ces pays-là trouveront leur réponse à force des incantations. Vous dites, bon, peuple d'abord, ou je ne sais pas moi, et
ceci ou cela. C'est Non. peut-être ça, les gens vous disent, mais vous avez peur de la justice, vous vous agitez comme ça parce que Matata a des choses à se reprocher. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes même demandeurs de la CPI, qu'elle vienne. Matata, il y a longtemps qu'il attend la justice. Nous sommes demandeurs d'une justice transparente. Nous savons que dans ces pays, nous avons des meilleurs juges, des meilleurs magistrats, on les a. Ils sont dans ces pays. Mais vous voyez, avec toutes les pesanteurs qui sont sur eux, les pesanteurs d'influence politique, quelle que soit la volonté qu'ils peuvent avoir pour dire le droit de manière impartiale, les pesanteurs politiques ont emporté Yanni. Oui. Et jusqu'à ces jours, moi j'en parle parce que c'est mon voisin, jusqu'à ces jours, personne ne connaît les conditions dans lesquelles il est décédé. Il a laissé veuve, il a laissé orphelin, personne n'en parle. Mais c'est dans les mêmes conditions, assez floues, qu'un homme comme Kaïmbi est décédé. Nous ne voulons pas qu'il y ait un troisième et un quatrième. Ah Parce oui? que de plus en Vous plus, nous avez avons peur de l'impression ça? que Matata est visé. Lorsque les gens demandent de les pendre, ça veut dire qu'ils se sont assis quelque part pour concocter leur plan. Et nous voulons déjouer ces plans-là. Et il dérange tant Matata? Mais il dérange tant avec son discours-là de gouvernance de qualité, de leadership de qualité. Mais il dérange les gens qui n'ont pas la conscience tranquille. Ils sont dérangés. Voici pourquoi ils sont allés remuer dans la casserole Boukangalonzo en disant Matata a pris, il a pris. Mais lui, Matata, il aurait pris comment? Lui qui ne gérait même pas les finances. Lui qui n'ordonnait même pas les finances. Il y a une question qui me taraude un peu. Oui, Bon, il était Premier ministre. oui. Mais il y a eu quand même ministre de l'Agriculture, ministre des Finances, des services techniques de l'État. Pourquoi tous ces gens ne sont pas cités dans cette affaire? C'est ce qui est étonnant. Et même les gestionnaires, les consortiums Africom Commodity, Oui. qui avaient signé le contrat d'exploitation, de gestion d'abord de ce parc, d'abord de sa construction et ensuite de sa gestion. Ces consortiums de 15 sociétés a signé ce contrat avec 4 ministres. Le ministre des Finances, celui du portefeuille, celui de l'Industrie et celui de l'Agriculture. Ils ont signé ceci après beaucoup d'émissions effectuées en Afrique du Sud pour s'assurer d'abord du sérieux de ces consortiums, de sa crédibilité. Les rapports ont été faits et ils sont rentrés ici. Beaucoup d'autres missions ont été effectuées pour trouver les sites où le parc devait lui-même être construit. Finalement, après avoir exploré le plateau de Bateke et d'autres sites qui n'étaient pas viables, les missions des experts ont jeté leur dévolu sur Boukangalonzo et c'est documenté. Les études ont été faites. Les études de sol, les études topographiques, architecturales, les études environnementales, les études d'impact socio-économique, tout ça existe. Donc ce n'était pas un projet au hasard. Comment? Avec Matata et son gouvernement, sous Kabila, vous pouviez monter un projet aussi coûteux, comme ça, là, comme ça. Aléatoirement. Non! Tout était suivi et tout était audité. Tout était audité. Mais qu'un matin, les gens se réveillent pour dire il n'y a pas eu d'études. Matata est responsable intellectuellement. Il a pris l'argent. Sans nous dire comment il a pris l'argent, nous disons il y a quand même un complot ourdi contre ces meilleurs fils de notre pays. Nous en rappelons à la population pour le protéger. Parce qu'il est rentré en disant, lui, il sait déjà ce qui est concocté. Mais il dit qu'il vient pour militer pour l'avènement de la vérité. Et il ajoute, il dit, quelle que soit la durée de la nuit, cette vérité-là triomphera parce que la vérité finit par triompher. Parce que maintenant que vous avez sorti un peu cette cabale avant cabale, vous pensez que les gens vont être dissuadés de ne pas aller plus loin? Non, mais les gens sont déterminés à aller dans leur sale besogne. Ils sont déterminés, nous le savons. Mais nous sommes déterminés à les amener sur la voie de la vérité. Et cette vérité-là, nous y arriverons avec eux. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Et je pense qu'ils finiront par se convertir. Parce que nous sommes engagés dans la mouvance du changement. Et je pense que nous sommes engagés dans la mouvance du changement pour le bien. Pour le bien. Pour le bien. Ah oui, pour le bien. Et pas pour le mal. Parce que nous avons souscrit à ces mouvances, à cette mouvance tous. Nous devons savoir que pour le bonheur de notre peuple, nous avons souscrit à cette mouvance pour le bien et le bien collectif. Pas les biens des gens qui viennent pour commencer à nous faire danser les Sakai ont ça. Non, on n'accepte pas. Donc vous pensez que parce que vous ne chantez pas la même chanson, vous n'êtes pas dans le, comme on a appelé les dialogues collectifs, que vous êtes épinglé aujourd'hui? Mais dites-moi comment nous ne pouvons pas penser cela.
dans ces termes-là. Parce que Matata a dit, moi je n'adhère pas à l'Union sacrée, excusez-moi. J'ai l'impression que l'Union sacrée, c'est comme tout ce que nous avons Décrié repoussé hier. autrefois. Oui. Il l'a dit à haute voix. Mais c'est ça aussi la vérité qui doit nous caractériser. Est-ce que le Congo a peur de l'intelligence? Non, ce n'est pas le Congo qui a peur de l'intelligence. C'est une certaine classe politique qui a peur de l'intelligence. Alors que nous devrions nous promouvoir effectivement les meilleurs enfants de notre pays. Nous sommes là à chercher à les décimer. Nous sommes là en train de chercher à les décapiter tous pour ne garder que les médiocres. Mais c'est dangereux Jean-Marie. Et donc cette république-là, c'est la république de Lumumba, la république de M. Laurent Désiré Kabila, de Kasavubu, de Kabila Joseph, c'est la république de Matata aussi, et de Franklin Tchamala. De Matata aussi. Oui, de Matata aussi. Et donc personne ne peut exclure Matata de la république, elle nous appartient à nous tous. C'est la république de Tshisekedi Etienne également, vous comprenez? C'est la république de Fachi aussi, vous comprenez? Elle est la république de nous tous. Et donc c'est notre bien collectif. Et donc il n'appartient à aucune personne d'imposer sa volonté sur les autres. Il n'y a que la loi qui s'impose à nous tous. Rien d'autre. La loi. Rien que la loi. C'est elle qui est au-dessus de nous tous. Et donc la loi, ça ne doit pas consister à une volonté solidaire des gens assis dans un coin pour dicter, n'est-ce pas, leur volonté à d'autres. Non. La loi, elle est là, elle est écrite. C'est la constitution de notre pays. Ce sont les lois qui en découlent. C'est ça l'arsenal qui doit dicter ce que nous faisons pour l'intérêt de tout le monde. Sinon alors, pourquoi est-ce que nous décrions ceux qui prennent les armes? Ah oui? Pourquoi? Parce que quand ils ne se sentent pas sécurisés par la loi, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre les armes. L'injustice. Ah ben voilà. Et donc nous disons, arrêtons, ne dérapons pas. La République a besoin de tout le monde. Nous avons besoin d'une justice juste. Mettons en place les conditions qui puissent nous permettre d'assister à un procès historique. À un procès équitable. Vous semblez faire peur. Hein? Pour l'édification de tout le monde. Vous semblez faire peur. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci, Franklin Tchamala. Vous avez bien compris que cette affaire de Bukanga Lonzo, cette affaire d'acharnement contre Matata Mponyo, va démontrer des travers qu'il faut absolument dénoncer de maintenant parce que la République grandit avec des valeurs. Portez-vous bien. On va y revenir. À très bientôt.